Donc bonsoir à tous, merci encore d'être venus aussi nombreux donc, pour notre 7e déjà conférence du cycle de conférence Chimie et. Donc on tenait à vous remercier tous d'être ici, ça nous fait vraiment plaisir. On tenait aussi à remercier toute la bande de chimistes qui sont là à toutes nos conférences pour nous soutenir. Merci aux chimistes qui sont derrière. On tenait aussi spécifiquement à remercier Nicolas Lévy pour son aide, tout son soutien tout au long de ce cycle de conférences, son aide au montage, etc. Donc merci beaucoup. Donc aujourd'hui, 7e conférence, c'est Célia Bresson qui va vous parler de chimie et d'univers. Donc Célia, bonne conférence. Donc bonsoir à tous. Donc effectivement, comme l'a dit Léna, je vais vous présenter une conférence sur chimie et univers. Et plus précisément, moi je vais vous parler de météorites. Alors les météorites, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'une météorite finalement? Parce que tout le monde pense, comme on me l'a dit il y a 10 minutes, c'est ce qu'on voit dans le ciel comme une étoile filante. Et ben non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Une météorite, alors en fait, c'est un bout de planète ou d'astéroïde qui est arrivé sur Terre après une collision. Donc là, par exemple, la collision entre un astéroïde et Mars, ici. Et donc du coup, ça éjecte des morceaux de pierre qui vont se retrouver propulsés. Donc ici, il y a marqué Sahara, mais c'est vrai que généralement, c'est dans les déserts. Mais du coup, les météorites, c'est ces morceaux de pierre extraterrestres qu'on va retrouver sur Terre. Tant que c'est pas arrivé sur Terre, ça s'appelle pas une météorite. Donc voilà, petit point lexique assez important. Une autre question qu'on pose souvent sur les météorites, c'est est-ce qu'un jour une météorite va tous nous tuer? La réponse est oui, peut-être. Mais tout dépend de la taille de cette météorite. Donc par exemple, une météorite qui fait 75 mètres de diamètre, elle va détruire une ville de la taille de Paris et tuer 100 000 personnes. Ça fait toujours plaisir à savoir. Mais cette météorite, elle va tomber une fois tous les 1000 ans. Alors, je tiens à dire que dans les 1000 dernières années, il n'en est pas tombé. Voilà. Mais donc, petit fun fact. Et puis, plus on augmente la taille de l'astéroïde, enfin de la météorite du coup, forcément, plus on augmente les dégâts. Donc 350 mètres, c'est l'île de France, ça tue 500 000 personnes. 700 mètres, ça fait 1,5 milliard de morts et ça tue une partie de la France. Et on peut augmenter comme ça jusqu'à 16 km. Une météorite qui arriverait sur Terre qui ferait 16 km, elle tuerait toute la planète. Et du coup, donc ça impacterait le monde entier. Donc techniquement, si on est un dinosaure, et ben, c'est la météorite de 16 km qui nous a touchés. Il me semble. Donc voilà, donc, la réponse c'est oui, on peut être tué par une météorite, mais les impacts sont tellement rares. Regardez, une météorite de 16 km, ça tombe tous les 100 milliards d'années. Donc on a encore 40 milliards d'années tranquilles avant qu'on soit tous tués par une météorite. Donc tout va bien. Alors, donc, on n'est pas tant touché que ça, comme je vous l'ai dit. Notamment, voici Anne-Elisabeth Hodge, la seule personne dont on ait connaissance qui ait jamais été touchée par une météorite. Sur toute l'histoire de l'humanité, c'est la seule personne dont on est sûr qu'elle a été touchée par une météorite. Et elle n'a pas été tuée, c'est juste un bleu. Voilà, la météorite, elle a juste fait un bleu. Donc, et elle pesait 3,5 kg, la météorite en question. Donc vraiment, si vous êtes touché par une météorite, jouez au loto. Donc, mais c'est pas parce qu'on est rarement touché qu'il y a rarement des météorites. Des traces de météorites, on en retrouve de tout temps. Donc là, par exemple, on a dans des textes anciens, donc c'est la météorite d'Ensisheim, je ne sais pas comment on prononce, excusez-moi, qui est tombée donc en 1492. On a des traces là c'est donc du coup d'une pluie de météorites en 1783. Je ne sais pas à quel endroit c'est. Là, donc on a 1866 encore. Alors les météorites, on n'a pas toujours su que c'était des pierres qui venaient de l'espace. Longtemps, on a cru que c'était des pierres qui étaient soulevées dans l'atmosphère et qui retombaient ensuite. Il faut attendre 1803 pour qu'après une enquête scientifique, on apprenne que les météorites, elles venaient bien effectivement donc, du ciel et donc de l'espace. C'est avec donc, une chute de météorites à l'aigle, ici, donc on voit la carte d'impact, donc avec ici les impacts de météorites, qu'on va apprendre que les météorites viennent de l'espace, et c'est Jean-Baptiste Biot, donc ici, qui en fait a mené cette étude, et qui donc est allé parler à des paysans, est allé parler à des nobles, est allé parler à des gens sur place, pour comprendre comment ces pierres étaient arrivées sur place. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, le témoignage de certaines personnes avait moins d'importance que le témoignage d'autres personnes. Donc quand on disait oui mais un paysan a vu cette pierre tomber du ciel, on disait non mais c'est un paysan, il est débile, il sait pas.
Donc c'est grâce à lui que maintenant, qu'on a accordé du témoignage aux paysans et que maintenant on sait que les météorites tombent du ciel, on va dire. Donc ça arrive rarement, mais on peut en observer. Par exemple, donc là c'est la météorite de Tcheliabinsk qui est tombée en 2013 en Russie. Donc qui était une météorite assez importante, vous en avez plein de vidéos sur YouTube. Donc Tcheliabinsk s'écrit pas forcément comme ça, mais comme c'est du cyrillique à la base. Donc en général, on voit de temps en temps les chutes de météorites, mais c'est pas les principales météorites que vous allez retrouver dans les musées et autres endroits. C'est des météorites, donc ça c'est ce qu'on appelle des chutes, parce qu'on les voit tomber. Mais dans les musées en général, on trouve des trouvailles. Donc les trouvailles, c'est des météorites qu'on a trouvées une fois au sol, qui étaient déjà tombées, et on ne sait pas ni quand ni comment elles sont arrivées sur Terre. Donc ça ressemble vraiment à ça, une météorite qu'on trouve dans le désert. Donc ici, c'est dans le désert du Sahara. C'est vraiment une grosse boule noire qu'on trouve posée au sol. On n'a pas trop besoin de creuser en général, c'est juste posé. Alors c'est noir parce que quand ça rentre dans l'atmosphère, elles fond à cause de la chaleur et de la vitesse. Et du coup, ce qu'on voit, le truc noir autour, c'est la croûte de fusion. Donc on les retrouve principalement dans le désert, parce que sinon, en général, elles tombent aussi dans l'océan, et là, on les retrouve pas. Donc dans les déserts, elles sont faciles à repérer. Donc là, c'est le désert du Sahara. On retrouve aussi beaucoup dans le désert d'Atacama, notamment c'est de là que viennent les météorites du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et on les retrouve aussi beaucoup en Antarctique. Donc en plus en Antarctique c'est facile parce que quand elles tombent dans la neige, elles sont charriées jusqu'aux chaînes de montagne. Et là on peut avoir des grandes lignes de météorites qui sont juste posées contre la montagne. Donc c'est vraiment assez facile à trouver une météorite. En tout cas dans les déserts. Ailleurs c'est une autre histoire. Donc une fois qu'on a retrouvé les météorites, comme je vous l'ai dit, elles peuvent avoir plein d'origines aussi. Donc elles peuvent venir de planètes. Donc ça, la météorite s'appelle NWA 6162. NWA parce qu'on l'a retrouvée en North-Western Africa, donc dans le Sahara. Et 6162, c'est le numéro de la météorite. Cette météorite, elle vient de Mars. Il y a également des météorites qui viennent de la Lune, effectivement. Donc celle-là s'appelle NWA numéro 8010. C'est la 8010e. Et donc celle-là, elle vient de la Lune. Et en fait, on a aussi des morceaux d'astéroïdes. Donc celle-là, c'est une météorite qui n'a pas de nom et qui fait parce qu'elle vient de Vesta. Et comme vous l'avez vu, il y a les météorites, elles ont beaucoup d'aspects différents. Donc par exemple, ça c'est une météorite chondritique. On l'appelle chondritique parce qu'en fait, elle a plein de petits ronds à l'intérieur qui s'appellent des chondres. Et c'est vachement pratique. On peut en extraire plein de données, donc ça, j'y reviendrai plus tard. On a des météorites de fer. Donc ça, c'est une jolie météorite de fer qu'on appelle aussi sidérite. Et ça, en fait, c'est un joli design avec ses traits entrelacés. Et en fait, c'est dû quand les météorites de fer, elles sont composées principalement de fer et de nickel. Et quand elles refroidissent, en fait, le fer et le nickel se séparent en deux alliages qu'on appelle ténacite et camacite. Et ces deux alliages ne sont pas compatibles et donc du coup ils se séparent forcément comme je le disais et ça fait des lignes de camacite et des lignes de ténacite. Et c'est pour ça que ces météorites ont ce joli aspect rayé. Donc ça c'est la météorite de Gibéon. Et on a aussi d'autres météorites qui sont très jolies. Donc ça par exemple c'est des palasites. Ça n'a pas trop d'intérêt scientifique, comme dirait un chercheur que je ne citerai pas. Et donc ça c'est la météorite d'Escale. Donc en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est rétroéclairé parce que c'est transparent en fait. Donc c'est des palacites et les grains transparents jolis qu'on voit, c'est des grains d'olivine. Donc vraiment, les météorites, ça a vraiment de nombreuses formes, de nombreuses origines. Et en fait, ce qui est intéressant avec les météorites d'un point de vue scientifique, c'est qu'on peut les dater. On peut déterminer leur âge. Donc la question c'est comment est-ce qu'on détermine l'âge d'une météorite ? Eh ben, ça se détermine assez simplement, en fait, on va utiliser la radioactivité. Donc la radioactivité, c'est quand on a un gros noyau d'un atome, et que en fait ce noyau, il est tellement gros qu'il va pas être stable, et du coup il va se scinder en deux, donc avec un côté un noyau plus petit qui sera stable, et parfois c'est un noyau d'hélium qui va être projeté, et cette désintégration, on va dire atomique, elle va se faire en chaîne. Comme vous voyez, donc on part d'un gros noyau radioactif pas stable, et hop, la chaîne se continue jusqu'à ce qu'on atteigne un noyau du coup plus petit et stable. Et donc en fait, cette radioactivité, elle se fait pas cette désintégration, elle se fait pas n'importe comment. Elle se fait en fait avec ce qu'on appelle une demi-vie.
Donc une demi-vie, c'est quand, en fait, c'est le temps au bout duquel la moitié de nos noyaux de départ se sont désintégrés en noyaux plus stables. Donc, quand on part de 100% de noyaux par an, au bout d'une demi-vie, on n'a plus que 50%. Au bout de deux demi-vies, on n'a plus que la moitié de ce 50%, donc 25%, etc., etc., etc. Et donc, du coup, avec cette demi-vie, on peut arriver à une équation très pratique, attention les yeux, qui est celle-ci. Donc du coup, si on prend un type de noyau qu'on va retrouver dans notre météorite, par exemple le strontium, c'est un marqueur météoritique parce qu'on en retrouve beaucoup. On peut aussi utiliser le plomb. Et donc si on prend la quantité de strontium 87, donc un isotope du strontium, donc un isotope, alors c'est quand on prend un noyau d'un certain élément, il a plus de neutrons à l'intérieur, mais ça reste le même élément, plus ou moins. Donc le strontium 87, il a 87 nucléons, du coup particules du noyau. Et le strontium 86, il a donc 86 nucléons. Donc c'est le même élément, mais ça n'a pas le même isotope, donc on peut le détecter les deux différemment. Et donc du coup, si on calcule ces quantités, là, on peut arriver à trouver l'âge de la météorite qui se situe ici, là. Le petit t, c'est l'âge de la météorite. Donc du coup, on trace le graphe de ça en abscisse, ça en ordonnée, hop, comme ça. Et du coup, dans la pente, on retrouve l'âge de la météorite. Donc ici, vous voyez, c'est la météorite de Tishitz. Et du coup, elle a 4,52 milliards d'années. Donc ça s'extrait de la pente du graphique et à l'aide de la formule que je vous ai montrée avant. Donc vous n'avez pas à la retenir, on s'en fiche un peu. Donc du coup, c'est vachement pratique. Mais du coup, je vous ai aussi dit qu'on pouvait trouver, si on verra celle d'avant, là, la composition en strontium et en strontium 86-87, on peut la déterminer. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on détermine la composition d'une météorite aussi ? En fait, de manière assez simple, on va utiliser un spectromètre de masse. Donc voilà, c'est un schéma simplifié d'un spectromètre de masse. Alors le principe, c'est qu'on va prendre notre morceau de météorite, on va le mettre là, et en gros, il va passer là, ici, dans le ioniseur, et du coup, ça va le chauffer, ça va le transformer en gaz, en séparant tous les éléments, et du coup, tous les isotopes. Ils vont être accélérés ici entre deux plaques, et ensuite, ils vont passer dans un aimant, et en fait, l'aimant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dévier il va plus ou moins dévier les éléments en fonction de leur masse, en fait, leur rapport masse sur charge. Et donc, le fait de dévier les éléments, ça va permettre d'avoir un détecteur et du coup de bien les séparer et de savoir qui est qui. Donc après on a des graphes comme ça. Donc c'est un graphe qui n'a absolument rien à voir, c'est juste qu'il était joli et qu'il était pratique pour vous expliquer. Donc du coup on peut séparer donc selon le rapport masse sur charge. Donc imaginons s'il y avait marqué 86 ici, j'aurais pu dire que là j'avais mon 86 strontium et que si je faisais plus 1, ce qui n'est absolument pas le cas ici, mais si je faisais plus 1, et là j'avais mon 87. Et la hauteur de mon pic, c'est la teneur, on va dire, en mon élément, pour faire simple. Et donc du coup, ça nous permet ainsi de connaître la composition de nos météorites. Mais du coup, on va revenir quand même à l'objectif de base de cette conférence, quand même ce que je vous ai vendu. Donc c'est comment est-ce que les météorites, ça nous apprend quelque chose sur la formation du système solaire. Maintenant, en fait, avec ce que je vous ai raconté, on a toutes les clés pour comprendre comment s'est formé le système solaire. Déjà, on va utiliser les condres. Alors, en datant les condries, je vous ai parlé tout à l'heure, il y avait des petites boules, c'était les condres. Et en fait, on s'est rendu compte que les condres, c'était les objets les plus anciens qu'on avait, qui font environ 5 milliards d'années. Et en fait, si on trace l'abondance des éléments dans les condrites, l'abondance des éléments dans le Soleil en fonction de l'abondance des éléments dans les condrites, on obtient une droite. Et c'est vachement intéressant parce qu'on sait aussi que la composition du Soleil, elle est très très proche de la composition de base de l'univers. Ça, c'est un truc connu. Donc le fait qu'on ait cette droite, ça a permis aux scientifiques d'émettre cette hypothèse, parce que ça restera forcément une hypothèse, parce qu'on ne verra jamais, de formation des premières planètes et du coup de formation des condrites. Alors tout d'abord, donc il y avait un gaz de poussière interstellaire, donc juste après le Big Bang, qui est là. Et en fait, ces gaz se sont accrétés, donc toutes les poussières se sont regroupées, se sont agglomérées
pour former les premiers objets planétaires, astéroïdes, tout ça. C'est pas encore une planète, mais ça forme ça. Et sauf que en fait, ces objets, avant de devenir des planètes, ils vont avoir subi un choc qui va les casser. Ça va les casser, et du coup, c'est ces morceaux cassés qui vont être les chondrites. Et comme ils ont été cassés avant de devenir des planètes, ils ne le deviendront plus jamais, et c'est comme ça que les astéroïdes et les météorites se sont formés. Mais après, on n'est pas encore arrivé au stade de planète, donc comment sont formées les planètes de notre système solaire? Mais pour ça, on va prendre, on peut se demander comment se placent les chondrites par rapport à ça. Mais en fait, les chondrites, elles ont également la même composition que la Terre globale. Donc c'est-à-dire si on prend toutes les couches de la Terre et qu'on somme toutes les compositions, ça fait la Terre globale. Et donc là, on a nos chondrites. Et en fait, on voit que pareil, ça se pose sur une droite. Donc c'est-à-dire que les chondrites, elles ont la même composition que la Terre globale. Donc l'étape d'accrétion que je vous ai montrée avant, c'est une première étape avant la formation des planètes. Bon, je vous ai un peu spoilé, j'avoue. Mais donc c'est une première étape avant la formation des planètes. C'est pas un autre objet qui se crée. Et donc du coup, les scientifiques, les chercheurs dans ce domaine ont émis cette hypothèse qui fait que après l'accrétion, donc une fois que les poussières se sont agglomérées, il y a eu la température était tellement élevée dans ces objets, et comme ils étaient suffisamment gros aussi, que en fait ça a fondu. Et du coup les éléments les plus lourds, donc le fer et le nickel qui constituent le noyau de notre planète par exemple, se sont agglomérés au centre, et les éléments les plus légers, donc tout ce qui est silicate et les laves, se sont mis autour. Donc ça c'est en fait ça c'est notre planète, la Terre, elle est comme ça à peu près. Et là après les météorites dont on a des traces, donc il y a eu un choc, ça s'est cassé. Et donc les sidérites, les météorites de fer dont je vous ai parlé, elles ont la composition du noyau. Les météorites de fer ont vraiment la composition du noyau terrestre. Donc ça c'est intéressant. Quand on est à la limite noyau, manteau, on a les palasites, donc les jolies météorites qui étaient transparentes de tout à l'heure. Et quand on est sur le manteau et sur la croûte, on a ce qu'on appelle des achondrites. C'est des météorites qui ressemblent aux chondrites mais qui n'ont pas du tout la même composition, parce que c'est cette partie-là. Et donc du coup, les météorites, ça a été un outil vraiment utile pour comprendre comment s'était formé le système solaire. Mais ça nous apporte aussi plein d'autres réponses. Par exemple, on s'est demandé, est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Et donc est-ce que les Martiens, ça existe? La réponse est, ça a peut-être existé. Alors déjà, on prend une météorite, on vérifie qu'elle vient de Mars, comme tout à l'heure, on prend une météorite, on prend l'atmosphère martienne, on regarde à peu près les éléments, et on a à peu près la même chose. Donc ça veut donc dire que notre météorite, elle vient de Mars. Et ensuite, on regarde ce qu'il y a sur notre météorite. Et là, sur notre météorite, on se rend compte qu'il y a des espèces de grains. En fait, ça ressemble à des grains carbonés qui existaient au tout début de l'existence de la Terre. En fait, on pense que ça c'est lié à l'apparition de la vie sur Terre. Donc le fait qu'on retrouve ça sur les météorites martiennes, ça veut sûrement dire qu'il y a eu que la vie est apparue sur Mars à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, c'est aussi corrélé avec le fait qu'on trouve ça. C'est des espèces de bâtonnets en fait sur une autre météorite martienne. Ça ressemble beaucoup à des bactéries actuelles. Sauf que en fait, vous voyez, l'échelle c'est 100 nanomètres, c'est beaucoup plus petit qu'une bactérie. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des bactéries sur Mars parce que ça rentre pas dans la définition de bactéries. Mais c'est un indice comme quoi il y aurait de la vie effective. Il y aurait eu à un moment donné de la vie sur Mars. Donc aussi c'est pour ça que vous avez l'histoire d'eau sur Mars et tout ça, c'est lié à ça aussi. Donc voilà, avec ce que je vous ai présenté, les météorites, elles sont pas si dangereuses que ça, comme je vous l'ai dit, sauf si on est un dinosaure. Voilà le cratère qui a de Chicxulub, qui a peut-être causé l'extinction des dinosaures. Et en fait, ça fait pas si longtemps que ça qu'on sait que c'est des objets extraterrestres. Avant, elles étaient vénérées. Donc là, vous avez le poignard de Toutankhamon, qui avant était, qui est fait en fer météoritique. Donc on les trouve dans les déserts notamment. Donc ici, voilà. Et il y en a beaucoup qui viennent de différents endroits et qui ont différentes formes. Donc j'ai pas tout détaillé évidemment, mais là vous voyez à quel point il y a plein de météorites de types différents. Donc ça c'est un arbre. Donc vraiment il y a de la marge avant d'explorer tous les types de météorites, et il y a encore plein de météorites qui rentrent dans aucune case parce qu'on n'a pas encore retrouvé l'astéroïde dont elles venaient ou la planète dont elles étaient originaires. Grâce à la radioactivité et à la spectroscopie de masse qu'on détermine leur composition. Donc là j'ai remis un graphe comme tout à l'heure. Et elle nous renseigne sur la formation du système solaire.
Donc en partant donc, du Big Bang, ensuite on a le disque protoplanétaire avec toutes les poussières qui après s'accrètent en planètes, puis les planètes se différencient, et après on arrive à notre système solaire. Donc voilà, j'espère que cette conférence vous a plu. Je tiens à remercier toute la promo Chimie 17 de nous avoir soutenus, et un peu la promo Chimie 18 aussi. Et à toutes les personnes qui nous ont soutenus sur le projet, encore Nicolas Lévy, toutes les personnes qui m'ont aidé, voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Non? C'était clair? Ah. Vas-y, Cécile. Pourquoi tu t'es intéressée aux météorites? En fait, c'est une bonne question. En fait, ça arrivait un peu par hasard. Je cherchais un stage l'année dernière et je trouvais pas spécialement de labo intéressant. Puis d'un coup, je tombais sur un labo de cosmochimie, donc au Muséum d'Histoire Naturelle, sous la supervision de Mathieu Gounel. Et en fait, l'astrophysique, c'est un thème qui m'intéressait vraiment beaucoup. Et du coup, je suis allée faire mon stage là-bas, un peu sans savoir. Et vraiment, je suis tombée amoureuse de ce domaine. Et d'ailleurs, je repars 4 mois à Copenhague, encore étudier la composition de météorites en février. Donc ça arrive un peu par hasard et je suis vraiment tombée amoureuse du domaine. Voilà. T'avais une question? Oui, mais c'était plus, ça m'intrigue. Ta météorite qui est transparente, là, elle est faite en quoi? C'est une sorte de verre qui s'est formé. C'est de l'olivine en fait. Ok. Bon, j'arriverai jamais remonter jusqu'à. Donc c'est de la silice, le truc. Ouais, l'olivine c'est de la silice. Ouais. Après, t'as de la pierre autour, enfin de la matrice. La matrice autour c'est de la pierre. Mais l'olivine c'est de la silice. Voilà. Ouais, donc là t'as de la silice, c'est un peu du verre transparent. Et là c'est. T'en as c'est de la pierre, t'en as c'est du fer. Celle-là ça a l'air d'être du fer. Mais t'as les deux en fait. Et effectivement l'intérieur c'est de l'olivine. Bah, en fait, ça apporte pas de réponse scientifique. C'est joli, mais ça apporte pas vraiment de réponse scientifique. Toutes les réponses que ça pourrait nous apporter, elles sont apportées par les météorites de fer et les chondrites. Et donc, en fait, les scientifiques s'intéressent pas beaucoup à ce genre d'objet parce que, à part être joli, il leur apporte pas beaucoup de réponses. À moins que, ça se trouve, une question va émerger et là, les parasites vont être la réponse à tout. Mais cette question, pour l'instant, on l'a pas encore. Ouais, c'est ça, elles viennent pas du bon endroit. Elles sont jugées. Ouais. Quelles sont les questions ouvertes qui restent dans le domaine de machine appliquée à l'étude des météorites? Ah, il en reste plein parce que en fait, ce que je vous ai présenté, ça reste des hypothèses. Donc on peut toujours les appliquer, pas les appliquer. Les météorites, ça sert aussi à comprendre la composition des planètes parce qu'avant d'envoyer les sondes sur Mars, la seule idée de la composition de Mars qu'on avait, c'était les météorites martiennes. Mais il fallait savoir qu'elles viennent de Mars aussi. Ça, reste un débat. Donc voilà, les météorites, déjà les comprendre, ça reste compliqué parce qu'on ne sait pas toujours d'où elles viennent. On ne comprend pas trop leur type aussi parce que parfois elles ont des compositions, ça ne rentre pas dans une catégorie de météorites. Puis ça donne aussi des réponses sur l'histoire de la Terre. L'histoire humaine. J'en ai pas parlé, mais en fait, vous savez, l'âge de bronze, l'âge de fer, en fait, la limite, elle n'est pas très claire. Notamment parce qu'on se dit, l'âge de fer, c'est quand on commence à utiliser le fer forgé. Mais il y a des peuples qui ont utilisé du fer de météorite avant l'apparition du fer forgé. Et donc, en fait, c'est intéressant de savoir si ce fer il est météoritique ou pas, pour bien savoir à peu près quand se fait la transition âge de bronze, âge de fer. Donc, voilà. Ouais. Quand tu dis qu'elles tombent souvent dans le Sahara, qu'on les retrouve souvent dans le Sahara, c'est parce que c'est dégagé qu'on les voit plus facilement, ouais. Ou alors c'est parce qu'elles tombent plus fréquemment? Non, c'est vraiment équiprobable, n'importe où ça tombe sur Terre, mais okay. Tu les retrouveras jamais dans l'océan. En fait, ça s'oxyde aussi des météorites, donc très vite ça va ressembler à des vraies pierres. Donc si tu les mets dans une forêt ou dans une ville, ça va vraiment... donc il faut qu'il pleuve jamais, que ton fer il rouille pas en fait. Voilà, ton fer rouillera pas, et même dans l'Antarctique c'est hyper sec en fait. Donc aussi tu vas les retrouver là, et puis un caillou dans l'Antarctique c'est facile à voir. Okay. Donc c'est vraiment pour ça. Oui. Pourquoi tu dis des fois on passe à part de... Parce qu'en fait si tu connais pas le corps parent, par exemple si c'est un astéroïde qui est passé super loin, qui a tapé un autre astéroïde et c'est là que tu récupères la pièce, si tu connais pas l'astéroïde de départ, tu peux pas savoir que ça vient de la fin. Tu pourras déterminer que ça vient de aucun des astéroïdes ou aucune des planètes que tu connais, mais si tu connais pas l'astéroïde, tu pourras pas deviner si c'est l'astéroïde qui est passé au loin là-bas il y a 36 000 ans, c'est pas possible.
Donc on sait que ça... Enfin, une météorite, c'est facile de savoir qu'elle ne vient pas de Mars, qu'elle ne vient pas de la Lune, qu'elle ne vient pas de quelque chose qu'on connaît. Mais c'est très difficile de... Si on n'a pas un échantillon de la planète ou de l'astéroïde, de savoir que ça vient réellement de là. Mais on peut les regrouper. Ouais, voilà, tu peux pas faire la courbe parce que t'as pas d'échantillon de la planète ou tout ça. Après, t'es pas obligé d'y aller pour avoir un échantillon. On n'est pas allé sur le Soleil, mais on a les compositions, on les obtient par spectrométrie et par des calculs indirects en fait. Donc c'est pas forcément parce qu'on n'a pas d'échantillon qu'on n'a pas d'infos sur la composition. Oui. Donc si j'ai bien compris, les astéroïdes qui contiennent des chondrites, ils ont la même composition que le Soleil. Ouais. Mais pourquoi? Bah, en fait, comme je l'ai dit, c'est le Soleil, enfin l'atmosphère du Soleil, on est à peu près sûr que c'est la même composition que l'univers au départ. Et les chondrites, les contres, du coup, les petites billes dans les chondrites, en fait, c'est des morceaux. Je t'ai pas bien expliqué. En gros, quand les poussières s'agglomèrent pour former les premiers astéroïdes, les premières pierres rocheuses, en fait, il y a des petites. On va dire des petits traceurs de l'époque qui sont piégés à l'intérieur. Enfin, ils évolueront plus à l'intérieur des chondrites, mais ils ont la même composition que l'univers qu'il y a autour à cette époque-là. Et donc, du coup, comme on sait que le Soleil, ça vient du début de l'univers et qu'on a ces petites billes qui ont la même composition, on peut du coup dire que leur âge, c'est l'âge de l'univers. Enfin, pas l'univers du système solaire, l'univers, c'est quand même un peu plus vieux que ça. J'allais demander si on peut savoir si on a déjà trouvé des météorites qui ne viennent pas d'un système solaire, mais si elles ne viennent pas d'un système solaire, on ne peut pas savoir si elles ne viennent pas d'un système solaire. Voilà. Oubliez tous ces chiffres. Oui. Il y a pas mal d'objets qui tournent autour de la Terre. Ils auraient identifié à peu près 170 000 objets qui sont satellisés autour de la Terre. Il doit y avoir pas mal de météorites qui tombent sur Terre. Mais en fait, pas tant que ça, parce qu'une fois que leur orbite est déterminée, déjà, ensuite, il y a un programme qui s'appelle le programme Fripon, qui s'appelle vraiment Fripon ou Vigiciel, qui en fait observe le ciel et pour prévoir si jamais il y a des objets qui vont tomber. Et parfois, quand une pierre tombe, perd son orbite et du coup arrive sur Terre, en fait, elle va brûler dans l'atmosphère et elle va pas forcément nous arriver. Si la météorite, du coup le météore, parce que c'est pas encore une météorite, qui arrive est pas assez gros, il va complètement brûler dans l'atmosphère et jamais nous arriver. Ça arrive souvent. C'est comme un peu sur le périphérique, il y a des accidents, ou des voitures qui se télescopent. On m'a dit autour de la Terre, il y a aussi des cailloux qui se télescopent et qui dévient de leur trajectoire et qui tombent. Ah oui, c'est l'atmosphère. fort probable. J'ai pas les chiffres en tête, mais après, pour que ça arrive jusqu'à nous, il faut quand même qu'il soit assez gros au départ. Et c'est la probabilité, comme je les ai montré, elles sont quand même assez faibles d'avoir un gros objet. Mais pour qu'il arrive jusqu'à nous, déjà, il faut qu'il n'ait pas entièrement brûlé dans l'atmosphère. Et ensuite, il y a deux catégories. Il y a aussi les météorites et il y a les micrométéorites. Les micrométéorites, c'est des espèces de grains de météorites qui vont nous arriver. Donc là, franchement, je connais pas la fréquence de la chute de micrométéorites sur Terre. Je sais même pas si on la connaît, tellement il y en a. Mais vraiment, c'est... plus l'objet est petit, plus il a de chance plus on va en trouver. Mais je connais pas la fréquence exacte de chute de petites météorites. Oui. C'était une grosse communauté de chercheurs. Non, c'est une petite communauté qui se connaît bien. En général, ils sont dans les musées d'histoire naturelle. C'est pour ça que j'ai fait un stage dans le sud de Paris, là je vais à celui de Copenhague. Mais ils se connaissent bien et chacun en fait est un peu spécialiste de sa méthode. Il y a plein de méthodes de datation différentes et chacun a un peu la sienne. Et aussi, ils se partagent un peu les météorites, ils se partagent donc du coup les collections de météorites. Ils vont aussi le travail d'un chercheur dans ce domaine aussi, c'est pas que analyser derrière son labo, c'est aussi eux qui vont dans les déserts chercher leurs météorites. Je trouve ça assez marrant aussi quand on est chercheur en météorites, on part chercheur dans ce domaine en cosmochimie, on va dans les déserts chercher les météorites et je trouve que c'est assez fun aussi, un des plus du métier.